conformer à ces normes-là. Et quand on est obligé de se conformer à ces normes, on considère que notre liberté est limitée. On n'a plus la capacité de faire ce que l'on veut. Être normal dans une société revient à se conformer, à respecter les normes établies. Et à côté du normal, il y a toujours la normale. Et quand on parle de normal, c'est lorsque la société devient le théâtre d'individus qui ne se voient pas à travers les normes, à travers les règles qui sont établies. Ainsi, on va considérer que même si la société établit des normes qui constituent une contrainte à notre liberté, c'est dans la société que l'homme peut s'épanouir pleinement, que l'homme peut développer son humanité. C'est pourquoi Aristote, quand il dit que l'homme est un zoopolitikon, on considère par là que l'homme est un animal politique dans la mesure où il ne peut vivre que dans, par et pour la société. Dans la société, dans la mesure où la société constitue le lieu d'accueil de l'individu, par la société. Cela veut dire que c'est la société qui humanise l'homme. Quand on vit dans la société, on s'humanise en commençant par imiter notre milieu. Quand l'enfant, pour apprendre à marcher, il va d'abord commencer à s'asseoir, ensuite il sera capable de ramper, ensuite il sera capable de se tenir debout avant de faire des pas. Pour être capable de parler, il va d'abord commencer par des syllabes, des mots, ensuite des phrases. Et là, on considère que également l'homme devient homme dans la société, mais également par la société. Cela veut dire que c'est l'homme qui a le défi de développer sa société. De développer sa société par le biais du travail, dans la mesure où c'est un être raisonnable. Également, on a considéré que quand on parle d'anormal, là on fait allusion à trois personnages. On fait allusion au fou, il a des raisons sociales, il ne tisse aucune relation avec les autres individus. Et d'ailleurs, on considère que c'est le seul individu qui n'a pas de rôle à jouer. C'est la personne la plus authentique dans la société. Il y a également des déviants qui ne se reconnaissent pas dans la société. Là, on parle de déviance négative. Le fou, le bandit, le violeur, le voleur, etc. Lui, il agresse la société par le corps. Quand on parle également du marginal, lui, il vit en marge de la société. Cela veut dire qu'il ne se reconnaît pas à travers les règles et les lois établies. Et dans cette perspective-là, il a tendance à s'isoler ou bien à être isolé par les autres individus vivant dans la société. Également, on considère que ça nous ramène à l'idée de conscience et d'inconscient. D'ailleurs, quand on parle d'un individu qui a une déraison sociale, là on dit que c'est quelqu'un qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Et là, ça nous renvoie à l'idée de conscience. Par rapport à la conscience et l'inconscient, on a dit inconscient, pas inconscience. La conscience va renvoyer à ce qu'on appelle conscientia. Conscientia, cela veut dire être accompagné de savoir. Tout ce qu'on fait s'accompagne de savoir. Je suis en classe et je sais que je suis en classe, alors je suis conscient que je suis en classe. Je suis à la case des tout petits. Je sais que je suis à la case des tout petits, alors dans ce sens-là, je suis conscient que je suis à la case des tout petits. Là, dans l'histoire, on a toujours défini l'homme comme un être totalement conscient. Cela veut dire que tout ce qu'il fait s'accompagne de savoir. Et là, c'est la problématique de la définition du sujet qui nous interpelle. On se pose la question de savoir si l'homme est défini par sa conscience ou bien s'il est défini par son inconscient. Pour ceux qui considèrent que l'homme est défini par sa conscience, cela renvoie à l'idée que tout ce qu'il fait s'accompagne de savoir. Et là, c'est l'idée qui est notamment partagée par des penseurs tels que Descartes. Tout à l'heure, il a dit que Descartes, c'est un rationaliste. Cela veut dire qu'avec Descartes, la raison n'a pas de limite. On peut tout connaître par le biais de la raison. Également, il y a Pascal. Et Pascal, d'ailleurs, lui, il définit l'homme comme un roseau pensant. Quand on dit que l'homme est un roseau pensant, cela renvoie à l'idée que l'homme, il est faiblesse, mais également grandeur confondue. Faiblesse dans la
mesure où tout dans la création, tout dans la nature peut tuer l'homme. Cependant, l'homme est conscient que tout dans la nature peut le tuer. Donc il a une certaine longueur d'avance sur la nature, puisque la nature, elle n'est pas consciente qu'elle peut tuer l'homme. Et là, on considère que l'homme peut être défini comme un être qui est défini par sa conscience. Cependant, il y a une Freud qui a considéré qu'il existe des instances cachées en nous dont nous n'avons pas toujours conscience et qui vont influencer dans nos décisions. Cela reviendrait à dire qu'avec Freud, l'homme est un être totalement défini par son inconscient. Et l'inconscient est considéré comme une partie du psychisme humain qui va contenir l'ensemble des représentations refoulées qui échappent à la conscience. Donc si on doit définir l'esprit, le cerveau de l'être humain comme le psychisme, on va dire que la partie la plus importante, et d'ailleurs il a comparé le psychisme à un iceberg. L'iceberg, ça renvoie aux montagnes de glace que l'on retrouve à travers les océans. Et en général, dans les icebergs, la partie sous l'eau est toujours la partie la plus importante, la plus grande partie. Et la partie à la surface est la moins importante. Et là, il va considérer que la partie à la surface, c'est la conscience, et la partie sous l'eau est l'inconscient. Et cet inconscient-là va représenter les 9 dixièmes du psychisme humain. J'étais en train de demander, parce qu'il y a un élève qui m'a interpellé tout à l'heure, je pensais qu'on allait prendre une pause. Mais on a dit qu'on peut continuer. Donc par rapport à la définition du sujet, si on s'accorde avec Freud, lui, il considère que l'homme est plutôt défini par son inconscient. Et là, Freud, il a établi la théorie de l'inconscient à partir de 2 topics. La première topic, c'est celle de 1902. Il y en a qui disent 1903, c'est à partir de 1900. Et la deuxième, c'est celle de 1923. Dans la première topic, il a considéré que le psychisme humain est composé de 3 parties. Là, la première partie, ça renvoie à l'inconscient. Cet inconscient va contenir l'ensemble des représentations refoulées. Il y a ensuite c'est quoi la deuxième partie déjà? La deuxième partie du psychisme humain, le préconscient. Le préconscient constitue l'intermédiaire plus ou moins semblable à la conscience. Et dans ce préconscient-là, il y a en réalité ce qu'on appelle les mots au bout de la langue. Des fois, vous avez envie de prononcer un mot, mais vous n'avez pas eu l'occasion de le prononcer. Ce mot-là reste dans votre préconscient. Il y a ensuite la conscience. La conscience, ça renvoie au moi, à la représentation morale du sujet. Ce qu'on voit à travers l'homme, ce qu'on sait de l'homme. Et dans la deuxième topic, cette fois-ci, il a maintenu le même dispatching, mais il a parlé de pôle. Et il considère que le psychisme humain est composé de 3 pôles. Le ça, qui renvoie à l'inconscient, le moi, qui renvoie à la représentation morale du sujet, et le surmoi, qui est l'agent gendarme. Cela veut dire l'ensemble des interdits sociaux. Et là, si Freud a ressenti la nécessité d'élaborer ces topics-là, c'est pour montrer en réalité que c'est l'inconscient qui détermine l'homme. On ne peut pas connaître l'homme sans pour autant interroger son inconscient. Et cet inconscient-là se manifeste à travers ce qu'on appelle les actes manqués, mais également à travers les rêves. Et d'ailleurs, Freud définit le rêve comme la voie royale d'expression de l'inconscient. Cela veut dire que pour connaître l'homme, pour connaître le sujet, il faut nécessairement interroger ses rêves. Également, on considère dans ce sens-là que, d'ailleurs, il y a Freud qui considère que la personnalité de l'individu est déterminée par son inconscient. Quand on dit que la personnalité de l'individu est déterminée par son inconscient,
cela reviendrait à dire que l'homme, ce qu'il est, et d'ailleurs, je dis que la personnalité, c'est ce qui fait de la personne ce qu'elle est, ce qui différencie la personne des autres. Vous pouvez voir deux jumeaux identiques, mais ils auront toujours une personnalité différente. La manière dont ils agissent est différente d'une personne ou d'un jumeau à un autre. Et là, Freud va considérer que cette personnalité-là, elle va se former à partir de 3 stades. Il y a d'abord le stade oral ou buccal, et à chaque fois qu'il y a une étape, à chaque étape, le désir sexuel de l'enfant se trouve dans un lieu ou bien dans une partie de l'enfant bien déterminée. Par rapport à l'étape orale ou buccale, le désir de l'enfant se trouve dans la bouche. Là, l'enfant ressent du plaisir en prenant le sein de sa mère. La deuxième étape, c'est l'étape oedipienne. Quand on parle d'étape oedipienne, ça va renvoyer à l'idée que c'est l'étape phallique. Quand on parle de phallique, ici, le phallos, ça renvoie au sexe de l'homme. Ici, du point de vue de Freud, à cette étape-là, l'enfant, non, c'est l'étape anale, le stade anal. À ce stade-là, à cette étape-là, le désir de l'enfant se trouve dans son anus. C'est là où l'enfant prend plaisir à maltraiter, à vraiment maltraiter son entourage. Il se rend compte de sa puissance sur son entourage. Tout ce qu'il fait, c'est l'âge du nom d'ailleurs. Tout ce qu'il veut, on le fait, ou bien il se met à crier. D'ailleurs, quand il est sur le pot de chambre, il va appeler avec plaisir la mère. Il y a une parraine, la main, etc. Donc, dans cette perspective-là, on va considérer que l'enfant, il prend réellement conscience qu'il a une certaine puissance sur son entourage. Et la dernière étape, s'il vous plaît. Et la dernière étape, c'est l'étape oedipienne. S'il vous plaît. Par rapport, et là, il faut interroger votre milieu. À chaque fois quand vous voyez un enfant, vous pouvez savoir que lui, il est arrivé à ce stade-là, ou bien à cette étape. Et maintenant, le dernier stade, c'est le stade oedipien. Par rapport au stade oedipien, il faut dire qu'à ce stade, ce sont les penchants sexuels de l'enfant qui vont se former. Ici, on saura à ce stade si l'enfant deviendra un hétérosexuel, quand il va devenir blanc, ou bien s'il va devenir un homosexuel. Freud montre qu'à ce stade, quand c'est une fille, elle a des pulsions d'attirance envers le parent de sexe opposé, c'est-à-dire envers le père, et des pulsions d'attirance et des pulsions de répugnance plutôt envers le parent de même sexe. Cela veut dire que quand c'est une fille, elle est beaucoup plus proche de son père et elle est en réalité, elle n'est pas aussi proche avec sa mère. Elle a des pulsions de répugnance envers elle. Quand c'est un garçon également, il a des pulsions d'attirance envers la mère et de répugnance envers le père. Il a tendance même à jalouser le père et la mère. Et Freud va considérer que si l'enfant il a tendance, quand c'est un garçon qui a tendance à traîner seulement avec le père, ou bien à traîner seulement avec des enfants de même sexe, avec des garçons, il y a beaucoup de chances pour que cet enfant-là devienne un homosexuel. Donc on se poserait la question de savoir si l'homosexuel est en réalité, d'ailleurs ça nous renvoie à l'idée de relativité culturelle. Ici, on va considérer que l'homosexuel, c'est un comportement qui est anormal, alors que dans d'autres sociétés, ça fait partie de la normalité. Et c'est d'ailleurs même un délit d'incriminer, par exemple, de dire que celui-là c'est un pédé ou bien de vouloir le marginaliser. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'en réalité, pour Freud, on ne peut pas définir l'homme sans pour autant prendre en charge son inconscient. C'est cet inconscient-là qui forge la personnalité de l'individu. Cependant, si on s'accorde avec certains penseurs, tels que notamment Alain Essac, eux qui vont considérer que l'inconscient c'est en réalité de la mauvaise foi. De la mauvaise foi. Par exemple, on va dire que les travailleurs de Guédena, mais donc ici, quand on parle de mauvaise foi, on va considérer qu'en réalité, quand je me dis inconscient, je peux juste prendre cela comme une excuse. Considérer, me dire inconscient, juste parce que, en fait, je veux me dédouaner des actes que je suis en train de poser. Je commets par exemple un mauvais acte,
je me mets à insulter quelqu'un, on me demande pourquoi est-ce que tu l'as insulté, je vais dire que j'étais inconsciente. Vraiment, j'étais emportée par ma colère, c'est pourquoi je l'ai fait de manière inconsciente. Là, c'est juste une excuse que je suis en train de prendre pour me dédouaner de ma liberté. C'est pourquoi ça va dire que l'homme n'a pas du tout d'excuses. Il est totalement libre. Dans cette perspective-là, il considère que l'homme, tout ce qu'il fait est considéré comme un choix. Et là, on va voir dans la liberté, quand on va voir notamment qu'il est appelé à choisir ou à ne pas choisir. Et même le fait de ne pas choisir, c'est tout de même choisir, puisqu'on a choisi de ne pas choisir. C'est ce qui nous renvoie à l'idée de liberté. Dans la mesure où si je me dis inconscient, est-ce que je suis réellement libre quand je vis dans la société? Et on a tendance à considérer que la liberté, d'un point de vue général, renvoie à une absence totale de contraintes. Dans ce sens, être libre, c'est avoir la latitude de faire ce que l'on veut sans aucune contrainte. Cependant, on se rend compte que dans les faits, vouloir, ce n'est pas toujours pouvoir. Dans la mesure où nos actions sont souvent confrontées à un certain nombre de contraintes. Des contraintes qui peuvent être sociales, des contraintes qui peuvent être naturelles, des contraintes qui peuvent être psychiques. Et là, on se poserait la question de savoir, est-ce qu'on peut être totalement libre quand on vit dans la société surtout? Est-ce qu'on a la possibilité de faire ce que l'on veut? Si on s'inscrit sur la même perspective que les gars, on va considérer que l'homme a ce qu'on appelle un libre arbitre. Et quand on parle de libre arbitre, ça renvoie à la capacité qu'a l'individu de faire ou de ne pas faire quelque chose sans pour autant que son action ne soit déterminée ni par des contraintes intérieures, ni par des contraintes extérieures. Cela reviendrait à dire qu'on est notre propre maître. Il y a une toute-puissance de la volonté. Et quand il y a une toute-puissance de la volonté, cela reviendrait à dire qu'on a la capacité de faire ce que l'on veut. D'ailleurs, il y a des cas qui disent que c'est le libre arbitre qui nous rend en quelque sorte qui nous hisse au même rang que Dieu en nous faisant maître de nous-mêmes. Cela veut dire que quand on a la capacité de faire ce que l'on veut, on a tendance à penser que seul Dieu a ce pouvoir-là, cette toute puissance de la volonté. Kun fayakun, soit et il fut. Cependant, quand l'homme dit qu'il est maître de lui-même, qu'il a cette volonté, qu'il a cette puissance de faire ce qu'il veut, dans ce sens-là, l'homme il se hisse au même rang que Dieu. Également, cette idée de libre arbitre peut être considérée, par exemple, on peut donner l'exemple de l'acte gratuit. Par rapport à l'acte gratuit, c'est un acte qui est totalement immotivé, un acte qui n'a pas de motif, qui n'a pas de mobile. Il n'y a rien qui va précéder l'acte, il n'y a rien qui va suivre l'acte. Cela dit qu'il n'y a aucune influence, il n'y a également aucun intérêt qui est visé à la fin de l'acte. Et là, on peut faire allusion à l'Afcadio, le crime qui a été commis par l'Afcadio, notamment dans les caves du Vatican, en Égypte. En Égypte, il a montré un voyageur, l'Afcadio, il devait partir à Rome et il voyageait à travers un train. L'Afcadio, à un moment donné, il partageait le même compartiment du train avec un vieillard nommé Fleurissoir. Et il lui est venu une idée. Il a dit que je vais compter jusqu'à 10. Si jamais le train rencontre un feu, ça veut dire les feux que l'on voit à travers les voies ferroviaires, les voies du train. Si le feu rencontre un feu avant que je n'arrive à 10, là le vieux il est sauvé. Si jamais j'arrive à 10 et que le train rencontre un feu, le vieux il est sauvé. Par contre, avant d'arriver à 10 et que le train rencontre un feu, là je vais le jeter hors du train. Il s'est mis à compter, il a compté jusqu'à 9 et malheureusement, le train a rencontré un feu. Donc l'Afcadio, immédiatement, il a pris le vieux et il l'a défenestré, il l'a jeté hors du train. On considère que ce crime qui a été commis par l'Afcadio est un crime sans motif, sans intérêt, sans influence. Tout ce qu'il a
l'a poussé à le faire, c'est justement qu'il n'y a aucun motif. Donc là, on considère cet acte de l'AFBEDO comme un acte totalement libre. Cependant, on se demanderait, est-ce que réellement, dans les faits, on peut poser des actes gratuits? Des actes qui sont sans motif, sans intérêt, sans influence. Là, on se poserait réellement la question, est-ce que la liberté dans ce sens-là n'est pas juste une illusion, un leurre? S'il s'agit de ça, il va vous dire que non, c'est pas un leurre. L'homme, il peut faire ce qu'il veut. La volonté de l'homme n'a pas de limite. À partir du moment où l'homme est un être totalement conscient, totalement raisonnable, il a cette capacité de choisir. Et là, ça nous renvoie aux conditions de possibilité de la liberté. Le choix, la conscience et la responsabilité. Quand on parle de responsabilité, c'est la capacité qu'a l'individu d'endosser, de supporter le poids de ses actes. Dans ce sens, ça dit que, à partir du moment où l'homme est un être totalement conscient, il est un être totalement responsable de ses actes. Il n'a pas d'excuses. Et là, ça, en tant qu'existentialiste, il faut avoir l'esprit que les existentialistes, ils partent de la mort de Dieu. Si Dieu est mort, comme le dit Nietzsche, alors là, l'homme est condamné à être libre. Quand on dit que l'homme est condamné à être libre, cela reviendrait à dire qu'il n'a pas d'excuses. L'homme est un projet, l'homme est un choix. Si par exemple on devrait comparer l'homme à un papier vierge, il lui revient de remplir ce papier vierge, de bâtir l'homme qu'il voudrait être, de se choisir. Et là, l'homme se choisit perpétuellement. C'est pourquoi, quand Sartre plutôt dit que l'homme n'est pas ceci ou cela, il est appelé à être. La nature de l'homme n'est pas fixe, elle est changeante. L'homme que je suis aujourd'hui peut changer à tout moment. D'où l'idée que l'homme a une nature indéterminée. Cela reviendrait à, par exemple, il peut arriver que vous voyez M. Faye, il vient, il fait son cours normal, un autre jour, il vient et il est vraiment sévère, avec tout un tas, il vous donne il vous court d'exercices, et là, vous est vraiment du vous allez vous dire que qui vous prend dans la chambre, mais vous allez vous dire que qui vous prend dans la salle. Là, on considère par là, dans ce sens-là, que la nature de l'homme, elle n'est pas unique, elle est en réalité en perpétuel mouvement. Donc ici, ça peut juste montrer en réalité que quand on dit que la nature de l'homme est indéterminée, quand on dit que l'homme est un être indéterminé, cela veut dire que c'est un être qui est appelé à changer continuellement et à se choisir. Donc dans ce sens-là, il a le choix entre le courage et la lâcheté. Il a le choix entre de rester ou de partir, de vivre ou de mourir. Dans ce sens-là, même la mort va se présenter comme un choix. Et tout à l'heure, M. Gay a parlé de maladie. On va considérer dans ce sens-là que même la maladie est un choix. Un choix dans la mesure où c'est nous qui avons choisi. On a dit que l'homme c'est un être qui est défini par sa finitude. Il sait qu'à tout moment il peut tomber malade, mais c'est lui qui a décidé de manière consciente et rationnelle de continuer de rester en vie. Alors qu'il a tout un tas de choix s'il voulait réellement mourir. Également, cette idée de liberté absolue, de liberté métaphysique, de liberté comme absence totale de contrainte, va se présenter comme une illusion. Et je pense qu'on va vous donner une pause en attendant que vous preniez un peu d'énergie et après on revient pour parler maintenant des contraintes que peut rencontrer la liberté absolue. Merci.